Bonsoir Jean-Michel Verne, journaliste, auteur. Avec vous, je le disais, on va plonger dans les entrailles de Marseille. Enquête choc que voici sur cette ville complexe. Elle fascine et puis elle inquiète aussi. Vous nous dévoilez les nouveaux mystères de la plus vieille ville de France. C'est chez Robert Laffont, son narco-banditisme, sa corruption, ses coups bas politiques. Alors vous vivez à Marseille, depuis toujours, vous adorez cette ville. Et pourtant, vous commencez le livre avec cette phrase « Marseille a la passion de la mort ». C'est quand même très très noir comme vision. C'est une ville qui, historiquement, a toujours été marquée par la mort. Ça, c'est vrai qu'elle a été... Il y a eu l'affaire de la peste, par exemple, à Marseille, qui a été une tragédie terrible. Ensuite, on a eu la peste, montée. On est en 1700, 1720. Oui, bien sûr, voilà. Ensuite, il y a une période paisible pour Marseille, jusqu'à la fin du 19e. Puis, il y a des vagues d'immigration qui arrivent et qui importent, il faut le dire, certaines formes de violence, notamment les Italiens venus Mezzogiorno, qui ont apporté un certain nombre de méthodes qui ont un peu durci, on va dire, le climat marseillais. Le tout prospérant, je le dis, sur une pauvreté importante. C'est toujours une ville qui est Vous dites une mosaïque, bigarrée. Oui, mosaïque de communautés. Mosaïque de communautés, mais ce n'est pas une mosaïque unie, c'est une mosaïque avec des barrières. Qui ne se parlent pas, qui ne se les uns fréquentent pas, qui ne se parlent pas. Les pauvres ne fréquentent pas les riches. Les juifs, les musulmans, les arméniens, enfin tout, il y a des clivages partout. Alors vous désossez les magouilles politiques dans votre livre et vous montrez la grande porosité entre politique, crime organisé. Ça, c'est une particularité de Marseille. C'est une particularité, on va dire, du Midi. C'est vrai qu'en Italie, on a évidemment on va dire la fondation ultime avec la mafia. Mais à Marseille, on n'a rien à envier finalement à Naples ou à Palerme. Mais encore une fois, il y a une dimension historique, il y a une dimension sociologique, il y a une dimension politique, il y a ce qu'on appelle le clientélisme, qui est quand même une notion très méridionale et qui fonctionne à plein à Marseille et qui a fonctionné à plein à Marseille. Qui est historique, elle aussi, vous parliez de la peste tout à l'heure, c'est aussi, alors c'est la mort, et c'est aussi une illustration du clientélisme pour le coup. Ah bah oui, là on est en 1720, donc le premier échevin qui dirige la ville autorise un navire de débarquer sa cargaison qui est chargé de bacilles de la peste, et ça va être un massacre évidemment, une tragédie terrible pour la ville et pour la région, parce que ça va gagner Aix, ça va gagner toute la... Il l'autorise par pur clientélisme parce qu'il y avait des intérêts de notables, de commerçants. Dans la cargaison qui était d'une valeur inestimable à l'époque. Et ça perdure aujourd'hui, ces magouilles politiques. Ben, écoutez, les clivages, on les connaît, les combines, on les connaît. Vous parlez de mascarade politique. Oui, mais ça, c'est effectivement purement politique, au moins au départ. C'est le fait que Martine Rubirola, qui est donc élue... Michel Rubirola, oui. Excusez-moi. Élu écologiste. Michel Rubirola, élu écologiste. Maire de Marseille. Maire de Marseille, et remplacé, je dirais, 6 mois plus tard, par Benoît Payan. Et ça, c'est une imposture, c'est quelque chose qui, en tout cas, a été vécu comme tel, une sorte de mascarade, de tour de Bonneteau. Oui, vous parlez de casse du siècle. Voilà, de casse du siècle. Mais enfin, dans les faits, on voit très bien que cette affaire a été préparée. On le sent. C'est pas un coup pour rien. On a mis en place ce système parce qu'on savait très bien qu'un socialiste ne serait jamais élu maire de Marseille. C'est ça le problème. C'est un peu l'alliance de la NUPES avant la NUPES, finalement. Oui, Marseille est un laboratoire. Un laboratoire pour le banditisme, un laboratoire pour la politique, un laboratoire qui crée des modèles. Et apparemment, ce modèle-là a été repris au plan national. Vous parlez de laboratoire pour le coup et de mafia, de nouvelles mafias qui se développent. Vous faites l'écho avec la nouvelle mafia qui est celle des cités. Dans votre livre, le trafic de drogue, vous le suivez depuis très longtemps, ça gangrène Marseille, vous enquêtez sur la délinquance. Qu'est-ce qui a changé ces 40 dernières années? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Alors, ce qui est le plus inquiétant,
aujourd'hui, c'est la submersion de notre territoire par la cocaïne. On a une augmentation sur les 2 dernières années du trafic d'environ 30% et de la consommation. Et Marseille est au cœur du dispositif. Ce qui est très inquiétant, c'est de voir des gangs des cités prendre une envergure autre. C'est-à-dire qu'on va les retrouver à Dubaï, en train de discuter d'un règlement de compte autour d'une tasse de thé. Ils vont en même temps organiser des trafics très importants, se connecter à des structures qu'on va retrouver en Hollande ou en Belgique. On est face à une internationale de la CAM qui nous submerge et contre laquelle il faut lutter. Ça a été un des motifs de la venue d'Emmanuel Macron, souvenez-vous, l'automne dernier, à peu près. Et donc là, il a dit stop. Pourquoi ? Parce que l'opinion submergée par ces cadavres qui s'étalent sur le bitume le contraignait à intervenir, à faire quelque chose. Il a proposé, il a annoncé des moyens supplémentaires. 1,5 milliard d'euros pour la ville de Marseille. C'est une aide dont ne bénéficie aucune autre ville. Et vous dites en fait c'est loin d'être suffisant. Ça ne peut pas changer la donne. Non, ça ne peut pas changer la donne. Il faut que la ville fasse son aggiornamento, qu'on change les mentalités, qu'on permette aux entreprises de s'implanter plus facilement, qu'on mette en échec toutes les soubassements, tous les soubassements mafieux qui viennent perturber la vie de la cité. Je pense aux entreprises de travaux publics qui vont être racketées sur un chantier, par exemple. Ça, voilà, ce sont des éléments qui sont extrêmement préjudiciables à l'image de la ville. Et c'est vrai que ce tour de passe-passe entre Michel Rubirola, Benoît Payan, voilà, on sent que ça se joue à la Marseillaise et que tout se joue à la Marseillaise. Et donc aujourd'hui, je crois que la volonté d'Emmanuel Macron, c'est quand même de faire revenir Marseille, je dirais, dans un univers normal. Est-ce que Marseille ne pourrait pas devenir une ville enfin normale ? Et il faut peut-être en passer par cette sorte de mise sous tutelle de l'État, puisque vous parlez de cette métaphore, de cette comparaison. Oui. Ben oui, on l'a vu. Marseille mise sous tutelle. Bien sûr. Marseille avait été mise sous tutelle en 1938 après l'incendie des Nouvelles Galeries. Après qu'on ait vu l'incurie des secours, donc le président du Conseil a décidé de mettre la ville sous tutelle. Et aujourd'hui, de fait, c'est Emmanuel Macron qui donne de l'argent, mais qui dit c'est moi qui contrôle. Je vous donne, mais c'est moi qui contrôle. Et pour en savoir plus, et peut-être aussi sur la soudaine appétence du chef de l'État pour la cité phocéenne, vous avez une explication. Vous découvrirez qui est Sabrina Roubache, par exemple, la femme qui murmure à l'oreille du couple Macron dans ce livre, Les nouveaux mystères de Marseille. Merci encore à vous, Jean-Michel Verne. Merci. C'est chez Robert Laffont. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé, consacré au sommet du G7 et de l'OTAN sur fond de guerre en Ukraine. Bonne émission, moi je vous dis à demain.